Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation concernant le bruit en entreprise. Avec 67% donc des actifs français qui se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail, cette thématique est un vrai sujet d'actualité et de prévention sur lequel nous savons agir. Je me présente, je suis Emmanuelle Berthaud, je suis technicienne hygiène sécurité à la PST 37 et Madame Sylvie Pichelin, donc conseillère en prévention à la PST 37, service de santé d'Indre-et-Loire. Rapidement, le sommaire. Donc, nous allons aborder donc le bruit. Qu'est-ce que l'on entend quand on parle de bruit? Donner quelques définitions. On va vous parler des effets liés au bruit, donc sur la santé, mais pas que. On va bien évidemment parler de la réglementation et des recommandations. On va aborder l'évaluation du risque sonore, comment vous pouvez réaliser cette évaluation, et puis vous donner quelques pistes pour pouvoir agir donc sur le bruit en entreprise. Alors, avant de définir le bruit, on va parler du son. Donc, le son, c'est un phénomène sonore qui est obtenu par propagation des vibrations acoustiques qui sont transmises au cerveau. Et ces vibrations vont se propager sous forme d'ondes qui vont faire vibrer les tympans. Alors, d'une façon suggestive, les sons peuvent être agréables, comme par exemple le bruit des vagues ou le bruit d'une musique que l'on aime bien, ou désagréables, voire gênants, comme par exemple le bruit de machines ou le bruit d'outils. Alors, le bruit, c'est un mélange complexe de sons, d'intensité et de fréquences différentes. Alors, il peut devenir gênant en raison de trois grandes caractéristiques, en raison donc de son intensité, de ses fréquences et de sa durée. Et on va donc détailler ces trois caractéristiques. Alors, en ce qui concerne l'intensité, elle peut être faible lorsque, par exemple, on chuchote, ou au contraire forte, comme par exemple des cris. Et cette intensité va se mesurer en décibels. Alors, nous allons avoir les décibels A et les décibels C. Les décibels A, c'est en fait une courbe qui va prendre en compte l'atténuation naturelle qui est faite par l'oreille selon les différentes fréquences. Alors que les décibels C, c'est une courbe sans atténuation qui permet d'évaluer les sons forts et impulsionnels, comme par exemple les chocs, le martelage. Là, vous voyez quelques exemples de niveaux sonores, donc une échelle de bruit. Donc jusqu'à 50 décibels A, on peut tout à fait parler normalement, on se fait bien comprendre sans problème. À partir de 80 décibels là, on est un petit peu obligé de hausser la voix pour se faire comprendre. Donc, c'est un très bon indicateur. Pour nous, par exemple, les préventeurs, quand on va dans les entreprises, on n'a pas forcément toujours notre matériel de métrologie. Donc, lorsqu'on visite l'entreprise et qu'on est obligé d'hausser la voix pour se faire comprendre, on est sûr qu'on est au-dessus de 80 dBA. À partir de 110 dBA, là, il faut carrément crier pour se faire entendre. Et vous voyez, à partir de 120 décibels, 130 décibels, donc là, le dialogue, il est carrément impossible. Et on atteint, à ces niveaux-là, on atteint les seuils de douleur. Et ce qui est très problématique avec le bruit, c'est que vous voyez, il faut atteindre ces niveaux pour avoir mal. Et comme finalement les salariés n'ont pas mal, ils n'ont pas le réflexe de se protéger. Et en plus, ils s'habituent au bruit. Non, les niveaux sonores ne s'ajoutent pas, ils se composent. En fait, c'est logarithmique. Ici, vous voyez par exemple deux machines qui font le même bruit, 60 dBA. On ne peut pas dire, bon, bah voilà, j'additionne, ça va faire 120 dBA. Non, sur deux niveaux sonores identiques, en fait, on va rajouter 3 dBA. Lorsque l'écart en fait entre deux bruits est supérieur à 10 dB, là, le bruit le plus fort va masquer entièrement le plus faible. Pour additionner en fait deux niveaux sonores qui sont exprimés en décibels, on peut utiliser le tableau que vous voyez. Donc, par exemple, une machine qui va faire 85 décibels et une autre 82, donc il y a une différence de 3 dB, et bien en fait, on va rajouter 1,8. Et on sera donc, on va rajouter 1,8 à 85 décibels, on sera donc à 86,8, un petit peu moins de 87 décibels. Alors, la deuxième caractéristique à prendre en compte après l'intensité, donc c'est la fréquence du bruit. Donc cette fréquence, elle est exprimée en hertz et ça va caractériser en fait la hauteur du son.
plus le son va être aigu, plus la fréquence va être élevée. Et un son aigu, ça veut dire que ce sont des vibrations d'air qui sont très très rapides. Et en général, dans des fréquences aiguës, on peut prendre comme par exemple le bruit du moustique, le bruit d'un sifflet. Inversement, plus le son est grave, plus la fréquence va être basse. Ces vibrations vont être donc inversement plus lentes et on peut donner comme exemple, par exemple, le bruit d'un tracteur, le bruit d'une contrebasse. Donc les fréquences, elles vont, il y a vraiment un très très large spectre au niveau des fréquences, mais l'homme n'entend pas toutes ces fréquences. En dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on appelle des infrasons. Au-dessus de 20 000 Hz, on appelle des ultrasons. Là, souvent, ça va être plus des animaux qui vont entendre ce type de son, comme par exemple les chauves-souris ou les éléphants. Nous, en tant qu'hommes, nous allons percevoir donc les sons qui sont entre 20 et 20 000 Hz. Et puis, plus précisément, la fréquence de la parole, la voix, on va être plutôt entre 250 et 4 000 Hz. Donc ça, cette notion de 250 et 4 000 Hz va être importante. On va la retrouver un petit peu plus loin. Donc le dernier critère à prendre en compte lorsque l'on parle du bruit et qui est important, c'est la durée d'exposition. Il faut vraiment faire une relation donc, entre le niveau de bruit et la durée maximale d'exposition. Le Code du travail définit que nous ne devons pas dépasser une exposition au bruit lissé sur 8 heures de plus de 80 décibels A. Or, lorsque vous regardez donc ce petit schéma, vous voyez que très rapidement, en 15 minutes, la dose peut être déjà dépassée si vous êtes exposé à 95 décibels. Si vous êtes à 95 décibels, 15 minutes maxi et vous dépassez le niveau acceptable qui est de 80 sur 8 heures. Donc, vigilance lorsque vous avez des salariés qui ne font que passer dans un atelier et qui disent oui, mais moi je ne suis pas longtemps dans l'atelier, je n'ai pas besoin de protection. Oups, attention. S'ils passent dans l'atelier à un moment où on est à des niveaux de 98-95 décibels, eh bien ça peut aller très très vite et voilà, il faudrait se protéger. Alors les effets du bruit. Donc, les effets du bruit, pour les comprendre, il est important de connaître un petit peu l'anatomie de l'oreille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement vous expliquer qu'il y a trois grands systèmes. Donc, le premier, ça va être l'oreille externe. Dans cette oreille externe, vous allez avoir le pavillon, vous allez avoir le conduit auditif externe, c'est ce qui est d'abord à l'extérieur, c'est ce qui va capter l'onde sonore, qui va l'amplifier et qui va la transmettre jusqu'au tympan. Le tympan, il va vibrer et c'est l'oreille moyenne qui va entrer en jeu donc ensuite. Et cette oreille moyenne, elle est constituée de trois petits éléments, le marteau, l'enclume et les étriers. Ce sont trois petits osselets qui vont fonctionner ensemble et qui vont transmettre des mouvements au tympan, du tympan donc à l'oreille interne. L'oreille interne, c'est notre troisième élément. C'est vraiment le cœur du système auditif, l'oreille interne. C'est un milieu qui est liquide et qui renferme le vestibule, l'organe de l'équilibre et la cochlée. La cochlée, c'est à cet endroit où vous allez retrouver les cellules ciliées. Donc, si vous voyez la petite image à droite, là, ce sont des petites cellules ciliées. Ces cellules ciliées, nous en avons une certaine quantité, environ 20 000 en termes de capital. Et c'est elles qui sont vraiment au cœur du système auditif. Et quand elles sont abîmées, elles ne se régénèrent pas, c'est fini. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Donc, les effets sur le bruit, de l'exposition au bruit, elles vont donc agir, ça va donc agir sur l'audition, sur l'organisme, mais aussi indirectement sur le travail. Donc, tout d'abord, les effets de l'exposition au bruit sur l'audition. On va parler dans un premier temps, le premier stade, lorsqu'on est exposé au bruit. Donc, le premier stade, ça va être la fatigue auditive. La fatigue auditive, ça va être, vous allez percevoir des petits sifflements dans l'oreille, des bourdonnements, des acouphènes. C'est ce qu'on appelle en termes un petit peu scientifiques. Et là, vous allez peut-être avoir une petite baisse temporaire de l'acuité auditive. Vous entendez moins bien. Mais en général, vous avez le week-end, vous avez la nuit, vous êtes au calme, ça va revenir. Vous allez récupérer votre capacité auditive. Le deuxième niveau qui va être au niveau de l'exposition au bruit sur l'audition, donc ça va être la surdité.
Donc la surdité, je vous ai parlé tout à l'heure des cellules ciliées, hein, quand je vous ai montré l'anatomie de l'oreille. Ces petites cellules ciliées, nous en avons un certain capital, et lorsqu'elles sont détruites, c'est souvent de façon progressive, mais ça peut être aussi soudain, de façon progressive parce que ça peut être lié à l'âge, et puis ça va être lié à l'exposition, ça ne se régénère pas. Et quand elles sont détruites, elles sont détruites. Il faut savoir quand même que le bruit, hein, l'exposition au bruit et la surdité professionnelle, c'est la 3e cause de maladie professionnelle en France. Alors, ce qui peut permettre de savoir si on a perdu un petit peu d'audition, c'est de réaliser un audiogramme. Et là, on vous donne un exemple d'un salarié, hein, qui a été suivi tout au long de sa carrière et qui régulièrement a eu des audiogrammes. Donc, si vous prenez la première courbe, hein, qui est en haut, la courbe verte, donc on a les fréquences, hein, qui sont audibles par l'homme, hein, entre 125 et 8000 Hertz. Vous voyez, donc la courbe verte, c'est la courbe d'un salarié qui commence à travailler, qui entend plutôt bien, normalement, on va dire. La deuxième courbe, la courbe bleu ciel, donc là, on va être à un stade 1. Le salarié, donc, il travaille, il est exposé au bruit, il ne se protège pas, et il commence, vous voyez, à perdre un petit peu au niveau des décibels, notamment sur la fréquence 4000, hein, c'est souvent elle qui est la première touchée. Donc, vous voyez qu'on descend là à moins 35 au niveau de l'audition. Là, ce qui est difficile, c'est que le salarié ne s'en rend pas compte, il n'a pas l'impression d'avoir perdu de l'audition. Le deuxième stade, donc là, ça fait quelques années qu'il travaille, il ne se protège toujours pas, il est toujours exposé au bruit. Et là, vous voyez, la fréquence 4000, hein, elle est vraiment descendue, hein, on est à 70, mais les autres fréquences qui sont autour, hein, 6000, 8000, et puis en dessous, 2000, 3000, elles sont aussi atteintes. Et là, on va parler de ces personnes, on va dire qu'ils sont durs d'oreille. Vous savez, quand il faut commencer à répéter, à redire les choses, ils ne sont pas sourds, mais ils n'entendent pas tout. Et le dernier stade, malheureusement, donc le stade rouge, hein, donc là vraiment, hein, on est à moins 100 au niveau de la fréquence 4000, les autres fréquences sont toutes touchées. Le salarié donc a continué à travailler sans se protéger, et là, il est devenu sourd, et c'est irréversible, hein, ça ne reviendra pas. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Alors, Emmanuel en parlait tout à l'heure, le bruit ne va pas avoir des effets que sur l'audition. Il peut avoir donc des effets sur l'organisme, sur l'ensemble de l'organisme. Il y a eu quand même des études épidémiologiques, hein, qui montrent que les salariés qui sont exposés au bruit peuvent ressentir des troubles cardiovasculaires, de l'hypertension, des acouphènes, ça, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, mais une très grande fatigue, des problèmes digestifs, des troubles musculo-squelettiques. Et le bruit constitue aussi un facteur de stress important au travail, dans la mesure où celui-ci est chronique, imprévisible et incontrôlable. Et puis, il va y avoir également, lorsqu'on est exposé au bruit sans protection, il va y avoir aussi des effets sur le travail. Donc, évidemment, dans une ambiance bruyante, la communication orale est forcément perturbée. Il peut y avoir aussi des diminutions de concentration, des difficultés de concentration, pardon, avec des diminutions de performance. Lorsqu'on doit rédiger, par exemple, un rapport et qu'il y a énormément de bruit autour de nous, c'est quand même très, très compliqué de se concentrer. Et puis, il peut y avoir également des sources d'accidents de travail. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit qu'on ne va pas entendre, par exemple, un chariot élévateur qui arrive derrière nous. Alors, il va y avoir aussi des effets forcément sur l'entreprise, avec des coûts importants pour l'entreprise. Donc, des coûts directs, comme tout ce qui est maladie professionnelle, comme les accidents de travail, et puis des coûts indirects, comme évidemment baisse de performance, de concentration, donc une perte de productivité. Donc des coûts aussi importants pour l'entreprise. Pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, le risque lié au bruit va donc dépendre de son intensité, de sa fréquence, de sa durée d'exposition, du type de bruit. Est-ce que ce bruit est continu? Est-ce qu'il est plutôt intermittent, soudain? Les bruits impulsionnels sont très nocifs pour l'audition.
Le caractère inattendu du bruit, on a tous des réflexes stapédiens. Donc, c'est un petit peu pour résumer rapidement ce que sont les réflexes stapédiens. C'est comme des petits clapets que nous avons dans l'oreille et qui peuvent se mettre en place lorsqu'on s'attend à avoir un bruit très fort. Par exemple, lorsqu'on serre très fort la mâchoire. Alors attention, ça ne va pas remplacer un bouchon ou un casque, mais ça peut permettre d'atténuer un petit peu. Lorsqu'il y a un bruit très très intense soudain et qu'on ne s'y attend pas, par exemple une explosion, ça peut entraîner une surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non, mais ça peut faire d'énormes dégâts. Et puis, il y a bien sûr les facteurs individuels. On sait tous qu'avec l'âge, on va perdre de la vue, mais on peut perdre aussi de l'audition. Et puis, évidemment, il va aussi y avoir les antécédents personnels. Alors, nous allons aborder donc la réglementation et les recommandations. Donc, au niveau du Code du travail, il incombe des obligations à l'employeur concernant le bruit. Donc, tout d'abord, des niveaux d'exposition ont été définis. Le premier niveau va être que le LEX 8 heures, donc c'est la moyenne d'exposition sur 8 heures, ne devra pas dépasser 80 décibels et être en dessous de 135 décibels C concernant les bruits impulsionnels. Si l'on est bien en dessous de ces niveaux, donc l'employeur doit juste évaluer régulièrement pour voir s'il est toujours en dessous. Il doit donc veiller à ce que le bruit n'apparaisse pas. Il doit informer les salariés, prendre des mesures de protection et puis bien évidemment mettre à disposition des moments de pause et des locaux calmes. Le deuxième niveau d'exposition va être si l'on a un LEX 8 heures supérieur ou égal à 80 décibels A ou un niveau de crête supérieur ou égal à 135 décibels C. Donc là, en fait, sur ce premier niveau, l'employeur devra maintenant, c'est acté, au moins tous les 5 ans, évaluer le niveau d'exposition de ses salariés. Il sera possible, à la demande du médecin du travail ou du salarié, de réaliser un examen audiométrique donc, auprès de nos services. L'employeur devra informer et former ses salariés concernant le risque bruit, qu'est-ce que c'est, comment on s'en protège, etc. Et il devra mettre à disposition de ses salariés des protections auditives, des bouchons, casques ou autres. Ce n'est pas obligatoire, mais ça doit être à disposition. Le troisième niveau, on va être sur un LEX 8 heures supérieur ou égal à 85 décibels A et ou un niveau de crête supérieur ou égal à 137 décibels C. Là, en fait, sur ce niveau, donc on a les mêmes caractéristiques qu'avant. L'employeur continue de faire son évaluation tous les 5 ans, mais cette fois-ci, il va vraiment falloir qu'il mette en place des mesures de réduction d'exposition par des mesures techniques ou des mesures organisationnelles sur les machines, sur les outils ou autres. Il va devoir signaler les zones qui sont bruyantes et puis sur ce niveau-là, les salariés ont à leur disposition des équipements de protection individuelle, mais surtout doivent les porter. Ça devient obligatoire. Ils n'ont plus le choix. Le dernier niveau, c'est un niveau qui là est différent un petit peu des autres, puisque là, ça va être quand on prend en compte le niveau d'atténuation des équipements de protection individuelle. C'est-à-dire que même avec les protections auditives, on ne doit pas dépasser les 87 décibels A en LEX 8 heures ou 140 décibels C sur les niveaux de crête. Si toutefois les niveaux d'exposition venaient à les dépasser, il faudrait adopter immédiatement des mesures de réduction du bruit, voire stopper les machines. Dans tous les cas, les travailleurs ne doivent pas travailler sur ces niveaux-là. Alors, pour aller plus loin, parce qu'on a effectivement le Code du travail, mais pour aller plus loin, nous avons aussi des recommandations. Et donc là, on va vous parler de quelques normes qui sont notamment pour le bruit dans les bureaux. Par exemple, la NFX 3502, qui est une norme sur la conception ergonomique des espaces et de travail dans les bureaux et qui va donner des recommandations concernant les revêtements pour les sols, les plafonds, au niveau des matériaux pour isoler au niveau du bruit les bureaux. Nous allons avoir aussi la norme NFS 31080
Donc ça, cette norme, elle est plus sur l'acoustique des bureaux, les espaces associés. Et puis, dans cette norme, vous voyez, il recommande un niveau maximum de 55 décibels A dans les bureaux. Donc si on se rapporte au Code du travail tout à l'heure qui disait que c'était à partir de 80 décibels A qu'il fallait faire quelque chose, eh bien vous voyez, dans les bureaux, 55 décibels A, il va falloir essayer d'agir puisqu'on est sur un travail de concentration en général et c'est là où ça va être gênant. Une autre norme, un peu plus spécifique celle-ci pour le travail de bureau, oui, mais plutôt open space, la NFS 31199 qui là va parler de performance acoustique dans les open space et qui va donner de nouvelles valeurs d'exposition en fonction de la tâche, de l'activité qui est réalisée dans ces open space. Si vous prenez par exemple le type 1, ça va être si dans l'open space les salariés travaillent essentiellement au téléphone, donc c'est une plateforme téléphonique, le niveau acceptable, on va dire, ne devra pas dépasser en fait les 52 décibels. Voilà. Alors, on parle bien souvent des obligations de l'employeur, mais il faut savoir qu'il y a bien évidemment des obligations aussi du salarié. Et le Code du travail dit dans son article 4122-1 qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes qui sont concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le salarié a eu les bonnes instructions, les bonnes consignes, qu'il y a un affichage, que les zones où il y a du bruit sont bien signalées, etc., il doit respecter ces consignes et il doit se protéger. Il n'a pas le choix. Il doit le faire. Mais ça va plus loin, vous l'avez vu, il doit prendre aussi soin de la santé de ses collègues. C'est-à-dire que si lui, il est amené, par exemple, à faire du bruit et qu'à côté de lui, il y a un collègue qui ne fait pas de bruit et que ce bruit n'était pas anticipable ou pas habituel, il faut le signaler parce qu'il va falloir que le salarié, son collègue, puisse aussi se protéger. Voilà. Il va exposer son collègue. Alors, nous allons voir maintenant comment évaluer le risque sonore. Avant de parler de l'évaluation avec des appareils de métrologie, vous allez pouvoir estimer sommairement le bruit. Alors, vous avez toutes les données, par exemple les données bibliographiques de vos secteurs, donc les notices, par exemple, également des machines ou des outils qui donnent déjà une estimation du bruit. Vous avez également le test de la communication qui est basé sur la possibilité de communiquer dans le bruit. Donc en fait, ces tests vont permettre de fournir une idée, mais alors vraiment approximative, du niveau de risque lié au bruit selon la distance entre deux interlocuteurs et du niveau de la voix. Alors ça, c'est un ED que vous pouvez retrouver sur l'INRS. Vous avez également la méthode par point d'exposition, un ED également qui est sur l'INRS, qui permet d'estimer l'exposition quotidienne d'un salarié qui va, lui, effectuer plusieurs tâches. Mais ça implique de connaître les différents niveaux de bruit de chaque tâche et la durée. Et pour les bureaux partagés, vous avez un questionnaire qui est quand même très bien fait, qui est très intéressant, le questionnaire Gabo. Alors Gabo, c'est la gêne acoustique dans les bureaux ouverts. Ce questionnaire va en fait permettre de recueillir le ressenti des salariés vis-à-vis du bruit dans les open space. Donc c'est un questionnaire qui est très très bien fait. Je vous invite à aller le consulter sur l'INRS. Ensuite, donc, on peut estimer le bruit en utilisant des appareils de mesure. Donc, par exemple, des sonomètres ou des dosimètres. Nous avons au sein de la PST 37 ces appareils nous permettant donc de réaliser des mesures de bruit. Lorsqu'un employeur nous demande d'intervenir chez lui pour réaliser une étude de bruit, on va déjà réaliser une prévisite. On va donc analyser la demande, on va visiter l'entreprise et les postes à évaluer, et on va bien sûr organiser ensuite l'intervention. Dans un deuxième temps, on va aller réaliser les mesures de bruit. Lorsqu'on réalise ces mesures de bruit, donc soit on utilise des sonomètres ou soit des dosimètres, les dosimètres vont être portés en fait par les salariés le temps de leur exposition. Donc en général, c'est sur une journée de travail. Ça va nous permettre également lorsqu'on va dans l'entreprise, observer l'activité lors de ces mesures et d'échanger avec les salariés sur les problématiques qu'ils peuvent avoir. Ensuite, bien sûr, on va rédiger le rapport
envoyer le rapport après validation du médecin du travail à l'employeur. Et ce qui est très, très important pour nous, c'est de sensibiliser ensuite les salariés. Lorsque l'étude a été réalisée, très, très important d'expliquer aux salariés pourquoi ils doivent se protéger, comment ils doivent se protéger et bien sûr leur donner les résultats de l'évaluation. Alors, comment agir sur le bruit? Donc, déjà, il faut savoir que lorsque l'on parle prévention, il est important de savoir que dans le code du travail, il est édicté des principes généraux de prévention qui sont à l'ordre de 9. Et c'est une sorte de chronologie un petit peu d'événements pour réfléchir à comment agir sur le bruit. On va d'abord essayer d'éviter le bruit, on va l'évaluer, on va essayer de le combattre à la source, on va adapter le travail à l'homme, on va tenir compte de l'état de l'évolution de la technique, on va planifier la prévention, on va remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, prendre des mesures de protection collective et informer les salariés. Et donc, ces principes généraux de prévention, il faut essayer de les mettre en place par rapport à 3 grands niveaux, 3 grands critères. Donc, la prévention collective, agir sur les équipements autour des salariés, ce qu'ils utilisent. La prévention individuelle, donc là, ça va être vraiment porter un casque, porter des bouchons, hein, selon ce à quoi ils sont exposés en termes de niveau. Et puis, ce qui est primordial, dont Sylvie vous a parlé tout à l'heure, l'information des salariés. On ne peut pas mettre en place de prévention, d'action, sans faire d'information auprès des salariés si on veut que ce soit bien accepté. Et donc, agir sur le bruit, quand on parle prévention collective, donc on va essayer tout d'abord soit de supprimer ou de réduire le bruit à la source tout de suite. Donc la source, ça va être sur la machine, en l'encoffrant, en mettant des outils qui vont réduire son bruit techniquement, par exemple avec des ajouts de silencieux ou des ajouts d'amortisseurs. Donc ça, c'est des choses qui sont techniques, hein, il faut vous faire accompagner, bien évidemment. Et puis réaliser une maintenance du matériel très régulière. Ça, c'est primordial. Mais vous pouvez aussi agir donc, sur la propagation du bruit dans le local. Donc, ça va être tout d'abord, est-ce qu'on peut éloigner le salarié? Est-ce qu'il peut s'éloigner de la machine ou est-ce qu'il doit rester à côté de la machine? Est-ce qu'on peut alterner les tâches? Est-ce qu'on peut traiter le local au niveau des murs, du plafond, du sol? Est-ce qu'on peut cloisonner les machines, avoir des parois, les encoffrer? Est-ce qu'on peut avoir des écrans qui peuvent permettre d'isoler certains postes de travail? Donc, tout ça, ce sont des pistes sur lesquelles il faut réfléchir en amont ou en tout cas avant d'essayer d'équiper les salariés de protection individuelle. Donc, protection collective. Vous pouvez aller plus loin. Il existe sur l'INRS une base de données techniques de réduction du bruit qui vous donne plein d'exemples voilà, de choses qui ont été réalisées en entreprise concernant le bruit. Et donc là, par exemple, vous allez voir quelques images de techniques qui ont été réalisées. Donc là, par exemple, à gauche, vous avez un nettoyeur haute pression qui a été totalement encoffré, qui permet de réduire l'exposition du salarié qui travaille au direct du nettoyeur haute pression. Très souvent, vous voyez au milieu, la photo du milieu, il y a des panneaux qui peuvent être installés au plafond. On retrouve ça très, très souvent dans les restaurants, les crèches, les bureaux. Ça permet de couper, d'absorber au niveau des bruits, notamment si c'est très haut en plafond. Vous avez aussi, vous voyez en bas à droite, donc là, ce sont des open space, donc avec des petites cloisons qui permettent de séparer les postes. Enfin voilà, vraiment plein d'exemples qui peuvent exister, qui vont agir sur le local. Donc, on va parler maintenant des équipements de protection individuelle. Très souvent, avec le risque bruit, la protection collective ne suffit pas à vraiment protéger correctement les salariés. Très souvent, il faut proposer aussi des protections individuelles contre le bruit. Donc, il en existe plusieurs. Vous avez des bouchons en mousse jetables, vous avez des casques, vous avez des bouchons moulés. Ce qui est important, c'est d'impliquer les salariés sur le choix de ces protections individuelles contre le bruit. Elles seront plus facilement portées et surtout portées tout le long de l'exposition. Quelque chose d'important, ce sont les écouteurs à réduction de bruit. Alors attention, on voit ça de plus en plus dans les entreprises. Les salariés, pardon, se sentent très protégés avec ces écouteurs à réduction de bruit, alors que non, pas du tout. Ce sont des écouteurs qui ne sont pas certifiés, qui ne sont pas normés.
Ils ne possèdent pas de limitation des niveaux sonores. Ils ne font pas du tout l'objet de vérifications auxquelles sont soumis les protections individuelles contre le bruit. Et finalement, ces écouteurs peuvent générer un risque plutôt que de protéger les salariés. Important aussi, c'est de ne pas avoir le réflexe de surprotéger les salariés. Les employeurs, quelquefois, en voulant tout à fait bien faire, choisissent un SNR, c'est-à-dire un indice d'affaiblissement trop important, ce qui fait qu'en fait, les salariés sont surprotégés, sont dans une bulle, ils n'entendent plus du tout ce qui se passe à côté et finalement, ils ne portent pas les protections. Donc, il ne faut pas surprotéger et bien sûr, il ne faut pas sous-protéger, bien sûr, également. Les protections individuelles contre le bruit doivent être portées tout le temps de l'exposition. Ça, c'est très important à faire comprendre ça aux salariés. Ici, par exemple, vous voyez, calcul très basique, un niveau d'exposition à 90 décibels là. Vous mettez une atténuation en face à 20 décibels là. Si le salarié elle porte les protections pendant 8 heures, à la fin de la journée, il sera en fait exposé à 70 décibels là. Donc, au niveau recommandation, ça va. Par contre, s'il se dit, bon, je les ai déjà portés 7 heures, la dernière heure, je ne les porte pas, et bien finalement, à la fin de la journée, il sera à 81. Et ainsi de suite. S'il les porte 2 heures de moins, il sera à 84. Donc vraiment, très très important de faire comprendre aux salariés qu'ils doivent porter les protections tout le temps de l'exposition. Donc en ce qui concerne les sensibilisations dont on a parlé tout à l'heure, elles peuvent être faites aussi dès l'embauche des nouveaux salariés. C'est fait aussi de façon continue. Je disais en début de présentation, les salariés, finalement, ont du mal à porter les protections auditives parce qu'ils s'habituent au bruit et parce que ça ne fait pas mal. Donc, ils n'ont pas le réflexe de les porter constamment et de bien les porter. Donc, de façon continue sur le terrain, lorsque l'on voit qu'un salarié ne porte pas ses protections, lui rappeler l'importance de le faire. Et puis, les sensibilisations, ça peut être aussi pendant les quarts d'heure de sécurité, par exemple, ou lors de formations collectives, comme ce que nous, on peut proposer dans les entreprises. Donc, nos sensibilisations vont permettre à l'ensemble des salariés de connaître les conséquences d'une exposition prolongée au bruit, bien sûr de connaître les niveaux de bruit auxquels ils sont exposés, puisque nous avons fait en amont les mesures de bruit. Et puis, on va insister, bien sûr, sur la nécessité de porter les protections individuelles, comment les porter, combien de temps les porter, et insister aussi sur l'entretien des protections individuelles. Donc, voilà ce que nous pouvions vous dire sur le bruit en entreprise. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services si vous avez besoin de nous, par exemple, pour faire une étude de bruit ou pour tout autre risque. Nous vous remercions. Merci. Au revoir.